Ça a commencé comment le CSVVA? Ben, le CSVVA, c'est une longue histoire déjà, et qui a commencé au départ par, disons, l'aéroclub de Savoie. C'était une section de l'aéroclub de Savoie qui, lui, volait avec les avions à Voglan. Et le vol à voile profitait des planeurs du Centre national de Challes-les-Eaux pour voler le week-end, donc avec une convention avec le Centre national à Challes-les-Eaux. On volait sur quoi à cette époque-là? Alors à cette époque-là, les planeurs, c'était des C800, des 25S, des 311, des émouchets. Voilà, c'était en gros ce genre de planeurs. Il y avait également des planeurs qui avaient été réquisitionnés pendant la guerre en Allemagne et qui étaient venus donc sur Challes-les-Eaux pour le Centre national, qui était une formation donc de pilotes de planeurs et des moniteurs. Alors là, on est en quelle année là? Alors là, c'est dans les années 60, voilà. Donc c'était même un petit peu avant. Hein. Moi, je connaissais un petit peu le vol à voile dans ma jeunesse, puisque je fréquentais des amis qui, eux, volaient sur les planeurs de Challes. Et malheureusement, il fallait l'autorisation, étant mineur, l'autorisation des parents. À l'époque, c'était 21 ans, la majorité. Donc, il fallait l'autorisation des parents, que je n'ai pas eue au départ, puisqu'ils avaient peur. Il y avait eu un accident qui avait amené la mort de quelqu'un d'assez connu à Chambéry. Et donc, pour eux, c'était dangereux. Et donc, la section vol à voile de l'aéroclub de Savoie, à l'époque, était dirigé par Jacques Morneau, qui était un ingénieur de verre textile. Et donc, il a commencé à essayer de faire une section un petit peu indépendante du Centre national. On a pu racheter pratiquement au franc symbolique quelques planeurs anciens qui ont commencé. Donc, c'était des 2 C800, des 2 311, un émouchet, et par la suite un Breguet 902, biplace. Bon, et à partir de là, donc, j'ai continué à voler. Là, j'étais plus militaire, j'étais donc civil, avec cette section vol à voile, l'aéroclub de Savoie. Et en tant que vice-président, on m'a demandé à l'aéroclub de superviser un petit peu ce qui se passait à Challes. Bon, et puis 2 ans après, soit en 65, le président Jacques Morneau de la section est muté. Donc il vient chez moi, il me donne tous les papiers du vol à voile. Il me dit, ben écoute, c'est toi qui vas maintenant t'occuper complètement du vol à voile. Et voilà, à partir de là, j'ai commencé donc à m'occuper du vol à voile à Challes. Voilà, on a développé, on a d'abord un tout petit club, et on a développé tout doucement ce club avec l'aide de chefs pilotes qui ont été vraiment très très bons avec moi pour faire monter ce club tout doucement. Après, j'ai eu des fonctions à la Fédération française de vol à voile. J'ai d'abord été élu à la NAPVV, c'était une formation qui s'occupait de la prévention pour les planeurs des clubs français. Et ensuite, j'ai été élu vice-président de la fédération pour m'occuper des jeunes. Voilà.
ces deux hommes? Alors, bien, c'est des hommes extraordinaires, hein. J'ai quand même donc le premier qui, je veux d'abord vous parler d'abord du premier, c'était Michel Bonnardaud. Donc, son frère est mort d'un accident de tracteur dans l'exploitation qu'il avait dans le Jura, et en laissant une veuve et 4 enfants. Et lui-même avait 3 enfants, et il a fallu qu'il reprenne l'exploitation familiale pour pouvoir faire vivre sa belle-sœur et puis sa famille. À partir de là, il a fallu qu'on cherche un nouveau chef pilote, donc M. Carré, qui est quelqu'un d'enthousiasme, qui était un ancien de l'armée de l'air, et qui était mécano dans l'armée de l'air, et qui vraiment s'est investi beaucoup dans le vol à voile. Donc il est venu, il est resté chez nous pendant 2 ans et a aidé beaucoup au développement du club. Il était vraiment quelqu'un de très compétent, aussi bien en mécanique qu'en piste. Et donc voilà, c'était déjà, on a formé avec toute une équipe qui était avec moi au niveau du club. Alors là, il faut quand même dire qu'on est arrivé, il y a une phase dans la formation du vol à voile à châle, c'est qu'on a créé un nouveau club, c'est-à-dire que l'Aéroclub de Savoie avait une bonne activité avion sur Vauclans, mais il ne progressait pas trop, il était toujours un petit peu, disons, le même nombre d'adhérents et tout, alors que le vol à voile, le nombre d'adhérents augmentait, disons, d'une manière exponentielle. On a fini par être plus nombreux des gens du vol à voile, donc le président de l'Aéroclub de Savoie commençait un peu à s'inquiéter parce qu'il a eu un peu peur que le vol à voile prenne l'ascendant sur le vol moteur. Et avec les élections, donc il nous a proposé de se séparer, de faire un nouveau club. Alors on a fait ça à l'occasion du rapprochement du club d'Annecy, qui était le CVA, le vol à voile alpin d'Annecy, qui était dirigé à l'époque par Pierre Hanard. Donc on s'est séparés, on a créé en 1972 le Centre savoyard de vol à voile alpin. Donc voilà, ça c'est la structure actuelle qui a permis vraiment de développer encore, parce qu'on était indépendant, qu'on avait l'apport du matériel d'Annecy et des pilotes d'Annecy, qui sont revenus sur Challes-les-Eaux. Et donc là, c'est là où on a eu besoin d'un vrai chef de centre, et donc c'était Alain Carré qui a été choisi pour faire ce chef de centre, et qui a été très efficace, vraiment. Et c'est là qu'on a commencé à devenir le premier centre de formation des jeunes de moins de 25 ans déjà. Et malheureusement, Alain Carré voulait aider son frère. Ils avaient un projet de restauration avec son frère. Et bon, malgré que je l'ai un petit peu essayé de le dissuader de partir là-dedans, il m'a dit, mais je suis obligé de me séparer du vol à voile, puisque je vais faire autre chose. Alors donc il a fallu chercher quelqu'un d'autre. Il nous a aiguillés vers Pierre Pellier, voilà. Et on a été vraiment très contents, parce que c'était encore supérieur à Alain Carré. Vraiment, quelqu'un qui était
d'une compétence, disons, dans tous les domaines, tout ce qui était le vol et tout, le cœur, et vraiment qui savait prendre les vélivoles pour leur faire apprécier donc ce vol à voile magnifique, surtout quand on est dans les Alpes. La fierté, c'est d'avoir pris un club tout petit et de l'avoir amené avec l'aide de tous les collaborateurs qui ont été avec moi au sommet. Au sommet, pratiquement, disons, en France, pour pouvoir, disons, être les meilleurs au niveau français. On avait, disons, des clubs qui à l'époque étaient Fayence, Vinon et tout, mais on avait réussi à monter à leur niveau et même à les dépasser. Disons autre chose que je suis fier, c'est le treuil. Le treuil. Parce que, évidemment, qu'on avait des avions remorqueurs, on en avait, à une époque, on avait 4 avions remorqueurs. Les remorqués étaient assez courts puisque la pente permettait de faire des vols très courts, mais les remorqueurs étaient toujours en plein régime pour pouvoir tirer les planeurs et ils se succédaient toutes les 3 minutes. Et puis il y a au départ, Challes-les-Eaux était donc au milieu de rien du tout, il y avait juste une ferme et tout, et puis les gens avec la ville, l'agrandissement de l'agglomération chambérienne, ça s'est construit de tous les côtés, et il y avait les riverains qui commençaient vraiment à trouver que les avions faisaient beaucoup de bruit, et surtout c'était constamment répétitif et très désagréable pour eux. Alors, je savais, j'avais déjà entendu parler qu'il existait un treuil, il y avait existé un treuil autrefois à Challes-les-Eaux, donc pour lancer les planeurs. C'était d'un treuil un peu, disons, rudimentaire, puisque c'était une Hispano-Suiza qu'on mettait sur cale et qu'on enroulait un câble autour de la jante qu'on montait sur la roue arrière et qui permettait, en tirant le planeur, lui permettait de faire au départ quelques sauts de puce, et même s'il y a suffisamment de vent et tout, de pouvoir démarrer et partir au treuil. Enfin, c'était quand même quelque chose d'assez rudimentaire au départ. À l'époque, il restait quand même en dotation des treuils Ford. Et il y en avait un qui était resté à l'époque à la soufflerie d'Avrieux, là-bas. Et donc, c'est le Lioneski, qui était le directeur de la soufflerie d'Avrieux, m'avait dit qu'il avait un treuil dont il ne se servait pas si je voulais le récupérer. Alors, je l'ai descendu, il a attendu un moment parce que, bon, il fallait voir comment on pouvait faire. Et bon, ben c'est là que Daniel Bourg, disons, allez, bon, il faut qu'on essaye de relancer ce truc parce qu'il était vraiment vieux et il y avait le moteur. Il a commencé à faire, disons, la révision du moteur avec bon, les moyens du bord de l'époque. Bon, mais il est arrivé quand même à remettre en route le moteur et on a fait des essais. Bon, c'était pas très concluant parce que le moteur Ford du treuil était quand même pas très puissant. Ensuite, les planeurs qu'on avait à Challes n'étaient pas faits pour être treuillés. Ils n'avaient pas de crochet de treuil parce que pour qu'un planeur puisse être treuillé, il faut qu'il y ait un crochet au niveau du centre de gravité de la machine, parce qu'autrement, il y a des efforts qui sont très importants. Si on fait un crochet de nez, il y a très important sur le fuselage, entre les ailes et le fuselage, et donc c'est parfait. Et puis en même temps, le planeur ne peut pas monter autant qu'il veut et tout, s'il n'est pas accroché au centre de gravité. Alors donc là, j'ai dit, j'ai une solution. J'avais un beau-frère qui
qui avait une usine qui fabriquait des grues, des treuils, mais pour l'industrie, des pelles mécaniques, enfin bref. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu pourrais essayer de motoriser le treuil Ford pour voir comment faire. Ah, mais ben, on va faire ça. On a trouvé un vieux camion qui traînait dans un hangar du Centre national et qui ne servait plus à rien. Un vieux Saurer à l'essence, un gouffre à essence. Et on a dit, on va monter sur ce camion, on va monter une partie du treuil. Alors on a coupé le treuil Ford, on a gardé les enroulements et le trancanage, c'est-à-dire de façon à ce que le câble s'enroule d'une manière régulière, avec des rouleaux et tout. Et on a mis là-dessus, comme mon beau-frère était très impliqué dans la transmission hydraulique. C'est ce qu'on a fait, donc il nous a trouvé avec une cabine de grue qu'on a montée dessus, où on a mis toutes les commandes, et avec devant la partie avant du treuil avec les enroulements et tout, et on a remplacé l'entraînement par un moteur hydraulique lancé avec une pompe à débit variable. Donc on a créé ce premier treuil, on a fait des essais. Et là, c'était le premier treuil qui a été fait à Charles. Et là, on a commencé à voir que c'était vraiment, avec un moteur qui faisait 200 chevaux, ça allait beaucoup mieux déjà pour lancer. Et puis, il a fallu quand même, à ce moment-là, revoir la flotte qu'on avait, qui était tous des planeurs, genre bijave, qui n'étaient pas du tout faits pour être treuillés. Alors, on a racheté des K13, on a changé complètement notre flotte pour pouvoir les lancer au treuil. Voilà, c'est commencé à partir de là. Et à l'époque, à la fédération, on m'a chargé donc de relancer le treuil en France. C'est pour ça que j'ai été chargé par la fédération d'aller voir un petit peu en Allemagne ce qui se faisait. J'ai donc j'ai été remplacer voir un petit peu ce qui se passait dans tous les clubs en Allemagne, ce qui m'a permis justement à l'époque d'avoir des tuyaux de comment il fallait faire pour que le treuil fonctionne. Donc on a décidé que toute notre école de début se fera au treuil, parce que c'est beaucoup plus écologique déjà, puisqu'on ne mettait pas un avion en l'air pour le treuil, que ça faisait moins de bruit et qu'on dépensait moins d'énergie parce qu'il ne faut pas mettre en l'air 2 cellules alors qu'il n'y en a pas besoin. Et en même temps, le fuel est beaucoup moins cher que l'essence qu'on doit mettre dans l'avion, et puis ça consomme moins. Ces moteurs diesel qui étaient là-dessus consommaient moins. Comment vous voyez l'avenir du volleyball? Alors là, je suis un petit peu plus pessimiste en ce moment. D'abord, il faut voir qu'il y a beaucoup de sollicitations un peu de tous les côtés, dans tous les sports. Le voile-à-voile, c'est quand même un sport qui demandait énormément de temps, ça il faut pas l'oublier. C'est un sport qui est individuel d'un côté, mais qui est en même temps collectif. On ne peut pas faire vraiment du vol-à-voile s'il n'y a pas, toute une équipe autour de vous, malgré tout. Donc c'est quelque chose qui amène à avoir... c'est compliqué. En plus, les machines deviennent de plus en plus chères. Donc les budgets actuellement ne sont pas aussi... facile à avoir pour le vol-à-voile. Il y a d'autres choses. D'autre part,
le vol à voile, donc, était lié, était beaucoup basé sur le bénévolat. Hein. Là, ben on voit que le bénévolat, il y en a de moins en moins. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre de responsabilités parce que pour être donc, dirigeant de vol à voile, que ce soit chef pilote ou que ce soit président, les gens reculent hein, parce que c'est une responsabilité, il ne faut pas l'oublier. On a plus de, disons, de devoir quand on est président que ce qu'on reçoit. Hein. On reçoit c'est par la suite, mais pas tout de suite. En général, les gens, on se fait pas toujours des amis, hein, faut pas croire, quand on dirige quelque chose. Qu'il faut remercier aussi. Oui, c'est mon épouse. C'est Madame Garcin. Oui, voilà, mais ça, la merveilleuse. C'est vraiment extraordinaire. De ce côté-là, elle m'a permis de faire tout ce que j'ai fait. Et puis en plus, bon, il y a quand même quelque chose. Quand je l'ai connue, je faisais déjà du vol à voile et de l'avion. Alors, donc, elle savait à quoi elle s'engageait un peu, parce qu'elle avait déjà traîné un peu sur les terrains. Elle épousait le bonhomme et aussi le vol à voile. Voilà. Mais c'est vrai que c'était vraiment... Elle m'a permis, donc, de faire tout ce que j'ai pu faire, que ce soit déjà dans mon métier, parce que je n'ai pas laissé non plus mon métier de côté. Hein. Je me suis recyclé en permanence. Puis ensuite, disons, j'ai mon fils qui a également mis ses pas dans les miens, hein, puisqu'il fait en toutes sortes de machines. Il a été moniteur de vol à voile, moniteur de voltige, avion, il fait de la montagne, du glacier et de l'hélicoptère. Voilà, mais je suis quand même content quand les gens me reconnaissent que j'ai quand même un peu œuvré pour que le terrain de Challes-les-Eaux reste et ne soit plus disons, englobé dans l'agglomération sous du béton, parce que de toute façon, là les gens se rendent peut-être pas compte, mais c'est le seul poumon de l'agglomération chambérienne qui nous reste, qui est le seul point vert où l'oxygène peut se régénérer. Et il faut bien le garder, et en plus c'est un site extraordinaire. Et là, il n'y en a pas, disons, même dans le monde entier, donc il faut absolument garder ce site. Merci, Monsieur Pierre Garcin.